merci d'être là pour cette rencontre. Nous allons discuter des questions autour du goût de la liberté, du droit d'être en désaccord, de la capacité à se soulever, à protester et à contester l'autorité. Mais je vais d'abord rapidement vous présenter nos invités et dire quelques mots sur leur livre. Alors je vais commencer par Nathan Hill. Il est né en 1978 dans l'Iowa. Son père travaille à la gestion de magasins Kmart et pour lui permettre de gravir les échelons, la famille déménage souvent. Nathan Hill obtient une maîtrise en écriture créative à Amherst, à l'université du Massachusetts, et je n'arrive jamais à dire ce mot. Il enseigne aujourd'hui à l'université Saint-Thomas, dans le Minnesota. Les fantômes du vieux pays est son premier roman, paru en 2016. Il remporte le prix Art Zeidenbaum pour la première œuvre de fiction et est révélation étrangère du magazine Lire en 2017. Les fantômes du vieux pays a été traduit par Mathilde Bach, très bonne traduction, qui est également l'interprète de Nathan. Quelques mots sur le livre. Samuel est prof de littérature dans une université de l'Illinois. Il est un peu désabusé par la mentalité de ses élèves qui passent leur vie sur les réseaux et ne sont intéressés que par l'efficacité et le rendement. Il noie son désenchantement en jouant à Elfscape, un jeu vidéo en ligne. Jusqu'au jour où il apprend que sa mère Faye, qu'il a abandonnée à l'âge de 10 ans, est coupable d'avoir envoyé une poignée de gravillons à la figure de Sheldon Parker, un conservateur évangéliste qui se présente à la présidentielle. Samuel, qui avait effacé sa mère de sa vie, va être obligé de la retrouver et va être obligé de retrouver un passé. Éric Plamondon, vous êtes né en 69 au Québec, 80 ans. Il a étudié la littérature, il vit à Bordeaux depuis 1996 et a publié au Canada la trilogie 1984. Son dernier roman, Takawan, paraît en 2017. Quelques mots sur le livre. Au Québec, dans le comté de Ristigouche, le 11 juin 1981, le bus de l'école ramène des enfants indiens chez eux. Ils sont stoppés par une opération policière. 300 policiers venus s'emparer des filets de poissons des Indiens Mi'kmaq. Océane, une adolescente, disparaît. Et on rencontre alors Yves Leclerc, un agent de la faune qui a démissionné, un vieil Indien, et Caroline, une jeune enseignante française. À travers ces personnages se dessine l'histoire terrible et complexe que traversent les relations entre les Indiens et les Canadiens. Enfin, David Chariandi est né en 1969 à Scarborough, une banlieue défavorisée de Toronto. Il a une maîtrise de littérature en anglais et un doctorat. Il vit à Vancouver, enseigne la littérature anglaise à l'université de Simon Fraser. 33 tours est son deuxième livre. Il a été nommé pour 8 prix et a reçu le Rogers Writers Trust Fiction Prize. Christine Raguet a traduit le texte et Catherine Laurent va être son interprète. Quelques mots sur le livre. Michael et Francis, 2 frères, grandissent à Scarborough, une banlieue de Toronto, avec leur mère Ruth, venue de Trinidad. Ruth travaille nuit et jour pour leur permettre de se construire un avenir meilleur. Mais la violence de l'environnement, descente de flics, racisme et trafic de drogue sapent en partie l'engagement de cette femme. Une fusillade éclate un jour et tout bascule. Et donc, vous l'aurez compris, les personnages des romans de nos invités se révoltent, chacun à sa façon, et nous allons découvrir avec eux leur révolte. Alors, je vais peut-être commencer par Nathan Hill. Samuel, le personnage principal, finit par se révolter, mais il découvre surtout la révolte de sa mère, Faye. Pouvez-vous nous en parler ? Pardon. Samuel, le personnage principal, va finir par se révolter, mais c'est surtout en fait sa mère qui s'est révoltée. Faye, est-ce que Nathan peut nous en parler de cette révolte ? I think at the beginning of the novel, Samuel is rebelling against everything in his life. He's a teacher, and he has students that he doesn't get along with very well. Au début du roman, Samuel est en révolte contre à peu près tout dans sa vie. C'est un professeur et il est pas du tout satisfait de ses élèves. He's an aspiring novelist. He wants to write a book, but every time he sits down to write a book, he ends up playing video games instead.
Il veut devenir écrivain, mais à chaque fois qu'il s'assoit devant sa table pour commencer à écrire, en fait, il se retrouve à jouer aux jeux vidéo. And then one day he sees his mother on the television, and it feels kind of revolting to him because, of course, she left the family when he was 11 years old, and he never saw her again. Et puis un jour, il tombe sur sa mère à la télévision, et bien entendu, ça lui inspire un sentiment de révolte, puisqu'elle est partie quand il avait 11 ans et elle les a abandonnés. So he's one of those people who find themselves in a place in their lives where they're not quite sure how they got there, but they're deeply, deeply unsatisfied with where they are. Donc c'est l'une de ces personnes qui se retrouvent à un certain point de leur vie à se demander comment ils ont atterri là et pourquoi ils ont atterri là, parce qu'ils sont profondément insatisfaits de l'endroit où ils se trouvent. So I think he would love to rebel against all of that, but he just can't seem to find the energy, at least at the beginning of the book. Donc en fait, au début du livre, il adorerait se rebeller contre tout ça, il adorerait se révolter, mais en fait, il n'arrive pas à trouver comment. Il n'a pas l'énergie. Et du coup, peut-être 2 mots sur la révolte de la mère de Faye. Quand elle jette les gravillons sur le... Yeah, well, the thing, I hope I'm not spoiling it, the thing that Samuel never knew about Faye is that she has this whole history in the protest movement in 1968. J'espère que je ne suis pas en train de vous gâcher le suspense, mais ce que Samuel ne savait pas à propos de sa mère Faye, c'est qu'elle a elle-même une histoire de révolte très forte, et notamment d'avoir participé aux émeutes de 1968 à Chicago. And I don't know if people here know about this episode, but there was a very famous clash between police and protesters at the Democratic National Convention in Chicago in 1968. Peut-être que c'est un épisode qui n'est pas très familier en France, mais il y a eu un très grand affrontement entre la police et les manifestants pendant les émeutes de Chicago en 1968, pendant la Convention démocrate. And then, and Faye was there, and she was kind of in the middle of it. She was in the beating heart of the protest movement. And then 20 years later, she finds herself as a mother in the suburbs. And the difference between those two worlds gives her a lot of problems. Donc Faye se trouvait au cœur de ces événements, au cœur de cette révolte de 1968, et puis 20 années plus tard, elle se retrouve à être une jeune mère en banlieue, et le contraste entre les deux, elle sait pas comment, elle-même non plus d'ailleurs, sait pas comment elle a atterri là. Le contraste entre les deux est tellement incompréhensible pour elle que ça induit une rébellion. D'accord. Alors vous, Éric Plamondon, c'est pas une autre forme de révolte, mais peut-être que c'est un autre biais. Tous vos personnages se révoltent contre l'autorité, mais je pense surtout à Yves Leclerc, qui a décidé de quitter, de la quitter pour se mettre du côté du juste, et qui est sans doute le plus emblématique de cette révolte. Comment est-il né dans votre récit? Et est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots avant? Oui. On parle donc de révolte, et c'est vrai que le roman s'ouvre sur une page d'histoire du Québec, puisque à l'été 1981, le gouvernement québécois envoie un ultimatum à une tribu des Premières Nations qui se trouve au sud de la Gaspésie au Québec, sur la réserve de Restigouche. Ce sont les Micmacs qui pêchent le saumon dans une rivière très connue, en tout cas au Québec et au Canada, et même aux États-Unis, qui est la rivière Restigouche, qui est renommée pour sa pêche au saumon. Les grands présidents américains venaient pêcher le saumon pendant leurs vacances sur cette rivière-là. Et les Micmacs qui pêchent au filet le saumon dans cette rivière se voient interdire du jour au lendemain par le gouvernement québécois cette pêche sous couvert de mettre en danger la réserve, les quotas, le saumon en tant que tel, les réserves de saumon. Alors qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, les Micmacs en pêchent à peu près 3 tonnes par année, ce qui peut paraître beaucoup, mais les chalutiers, 200 km plus loin, en pleine mer, en pêchent 35 000 tonnes. Et là, eux autres, ils n'ont pas de problème. Et donc, il y a 300 policiers qui vont débarquer sur la réserve de Restigouche au matin du 11 juin 1981, où la police coupe les lignes téléphoniques, bloque les routes, et ça va être très violent. Les Micmacs vont faire des barricades. C'est des événements qui vont durer pendant à peu près 2 semaines. Donc, on est vraiment au cœur d'une première révolte. Et là-dedans, le personnage d'Yves Leclerc, qui apparaît au début du roman, à quelques jours après cette première descente de police, va être amené à participer du côté de la police à ces événements-là.
mais le supportera pas en fait. Pour lui, c'est un déclic sur une réalité. Il se rend compte que il y a plein de questions qu'il ne s'est jamais posées, mais là, au cœur de la violence, tout ça vient faire basculer sa réalité d'une certaine manière. David Chariandi, Michael raconte l'histoire de son frère Francis et comment se construit la rébellion de Francis. Hello, I'm very honored to be here. It seems to me that rebellion is a very elastic term in the first place. It can mean a very casual or a casually provocative posture to the world, the sense that one can rebel without a terribly good reason for the sake of rebellion itself. Bonjour, c'est un plaisir que d'être ici aujourd'hui. Laissez-moi en préambule dire que pour moi le mot révolte peut être un mot à un sens, à plusieurs sens, et peut laisser à penser à une attitude un petit peu provocatrice vis-à-vis du monde, sans véritable fondement. But for Francis in the book, I believe rebellion is a social and a political act. The society in which he lives in wishes to ascribe him very particular roles in terms of the work that he is expected to do, particular gender roles, the type of man that he's supposed to be, and also many other roles, the sexuality that he expresses to others, even his ability to be tender and caring to others. Society seems to expect him to do one thing, and Francis rebels by doing the other thing. Mais la révolte de Francis, c'est une révolte qui est à la fois sociale et politique. Il vit dans une société qui lui assigne différents rôles. Un rôle vis-à-vis de son genre, un rôle vis-à-vis de sa sexualité, un rôle également pour tout ce qui est des actes de tendresse qu'il pourrait exprimer. Ce sont des rôles qui lui sont assignés par la société dans laquelle il vit et contre lesquels il se révolte. Alors justement, au sujet de rôle qu'on assigne aux gens, dans vos 3 textes, on retrouve les mécanismes de prise de pouvoir que peuvent être les médias, le marketing, basés sur l'exploitation des émotions de l'individu. Au fond, c'est comme si les individus avaient du mal à créer un collectif responsable et conscient. Vous posez ainsi tous la question du pouvoir de l'individu sur sa vie et donc sur la constitution d'un collectif pour tous. Et quelle est votre position sur le sujet ? Vous entendez pas la question? Le retour son sur la scène, et on s'entend difficilement parler en fait. En fait, dans tous les textes, on pose la question du pouvoir de l'individu sur sa vie et sur le collectif. Donc, quelle est la position des auteurs sur cette question-là? We're just going to dive right in, okay? Je vais donc me jeter dans la fosse. Vous avez eu le temps de lui dire par rapport au marketing et tout ça? Oui. Ouais, d'accord. I did a lot of research about Chicago in 1968 because obviously I didn't live through it, and in the course of my research, I found a lot of people who were there at the time. J'ai fait beaucoup de recherches sur 1968 puisque, bien entendu, j'étais pas là à ce moment-là. Et pendant mes recherches, j'ai rencontré plein de gens qui, eux, étaient présents. And what struck me was this feeling of togetherness and shared, like a shared experience, and a feeling of family while they were in it, while they were in the protest movement in the 60s. Et ce qui m'a frappé, c'est cette impression qu'ils partageaient tous d'être ensemble et d'être en train de partager quelque chose de très fort et de très collectif, comme une famille à l'intérieur de ces événements politiques. But then also how different their
memories of the effect of the protest, where I met people who thought those were the good old days, that's when things really mattered, and I also met people who said we were idiots and all we did was get Richard Nixon elected. Et cependant, leur souvenir de cette période était très différent. Il a rencontré des gens qui se disaient « Ah, c'était le bon vieux temps », et puis d'autres qui disaient « Mais on n'était vraiment que des idiots et tout ce qu'on a fait, c'est de faire en sorte de faire élire Richard Nixon ». And I've seen that also just among people that I know who were involved in Occupy Wall Street at the time, very powerful collective that after it ended very much split apart in many different ways. Et j'ai également rencontré des gens qui avaient participé au mouvement Occupy Wall Street et c'était la même chose, le même sentiment à la fois d'union sur le moment et puis ensuite d'être complètement divisé dans la nature, d'être dispersé. So I guess the lesson is that there's a real vitality in the moment, but that vitality is extraordinarily hard to maintain. Donc c'est l'impression que ça lui laisse, c'est l'impression d'une très très grande vitalité sur le moment et puis que cette vitalité est aussi grande qu'elle est difficile à maintenir. After you. Merci. It's a difficult question, the place and idea of the individual in society. I would myself be perhaps a bit provocative and say that there is a cult of the notion of the individual in society, especially in North America. And this cult holds that the individual possesses perfect agency over his or her life and is able to overcome anything that confronts that individual. And moreover, one's sense of oneself springs solely from who one is as a human being. Question assez difficile que celle de la place de l'idée même d'individu dans une société. Alors, je vais être un petit peu provocateur dans ma réponse et je vais dire que dans le monde et particulièrement en Amérique du Nord, on a le culte de l'individu. On a l'idée qu'un individu, l'individualisme est prédominant et que tout individu est en mesure de tout le temps gérer sa vie. I think what's wrong with this cult of the individual or of individualism in both philosophy and literature is that it neglects the ordinary and deeply philosophical reality that we are shaped not through our own agency solely, but by the ways we are recognized by others. Others look at us, others describe us, others represent us, and we are forced to confront those ways through which we are recognized. Our being comes from the ways in which others recognize and represent us to a large degree, to a degree rarely acknowledged. And this becomes very difficult when one is a minority, when one is a woman, when one is a sexual minority, because one is always represented from the outside and often negatively and not from one's own position. In my book, the main characters are struggling to find their own way of representing and understanding themselves against the gaze that society puts upon them. Et le problème avec ce culte de l'individu ou de l'individualisme, c'est qu'il néglige une réalité simple et très philosophique, qui est que, en fait, nous ne sommes pas formés simplement par ce que nous sommes, mais nous sommes également formés par le regard d'autrui. Et nous devons nous confronter à ce regard d'autrui. En réalité, nous existons, nous sommes, par la représentation
que les autres ont de nous-mêmes. Et ça devient d'autant plus compliqué, d'autant plus difficile dès lors que l'on appartient à une minorité, quand on est une femme, quand on est une personne de couleur. Et dans mon livre, mes 2 personnages principaux se battent pour se forger eux-mêmes une représentation de ce qu'ils sont et se battent pour ne pas adopter celle qui leur est imposée par la société. Maintenant, vous, monsieur. J'aimerais juste savoir... I should have talked before Pardon. you. Pardon, j'aimerais juste poser une question par rapport à ce que vient de dire David. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'on est en grande partie défini par le regard de l'autre? Allez-y. Non, mais c'est pour vous. Si moi je réponds, oui, Diderot déjà le disait, donc je suis plutôt d'accord. Oui, bien sûr. Et effectivement, dans cette question de l'individualisme, on a l'impression qu'on se fait tout seul, etc. Mais c'est faux, c'est complètement faux. C'est vraiment une idéologie du self, quoi. Et je trouve ça intéressant pour retirer la corde vers mon propre livre, c'est-à-dire que il est question des Micmacs, d'une tribu des Premières Nations du Québec, qui elle-même est une minorité à l'intérieur du Québec, qui lui-même est une minorité à l'intérieur du Canada, en tant que le Québec francophone. Et à l'intérieur de ces sociétés-là, on retrouve, entre autres, mes personnages, dont Océane, la jeune adolescente. Alors, elle est déjà une adolescente, donc elle est déjà un peu en révolte, mais fait partie de cette minorité-là. Donc, pour l'ensemble de ces petites révoltes, forment ces grandes révoltes, mais ces grandes révoltes-là aussi amènent cette idée de révolte dans ces individus-là. Et pour revenir à ce que disait Nathan sur le fait que des fois, il y a des mouvements qui s'essoufflent, qui se créent, qui deviennent très forts, je crois quand même, en tout cas dans le cas de ce que je connais, de ce qui s'est passé sur Restigouche et dans les nations, Premières Nations au Canada, du moins, depuis les 40-50 dernières années, il y a eu des mouvements comme ça qui ont monté, qui se sont essoufflés, mais au long cours, c'est comme si ils s'additionnaient quand même et qu'il y avait une espèce de vague qui grossit suite à tous ces petits coups de vent qui pousse l'eau, et aujourd'hui, on est enfin arrivé à quelque chose d'important. On arrive un peu, la vague arrive au rivage, et c'est pas par hasard que, par exemple, cette année au Festival America, c'est une question importante. Voilà, je m'éloigne un peu de la question, mais c'est ma réponse quand même. Je m'étais posé une autre question aussi. Dans vos livres, en fait, je trouve que l'engagement citoyen et le cynisme semblent parfois faire partie d'un même processus. Alors, je pense évidemment au personnage de Sébastien, l'éditeur de Free Voice, qui à la fin des années 60 devient un éditeur de livres à succès et qui est capable de vendre des livres comme des petits pois. Et à l'engagement de façade de Pierre Pesant. Et du coup, peut-être vous, David Chariandi, il n'y a pas tellement de cynisme, en fait. C'est beaucoup plus sincère. Donc, quelle est la mécanique qui permet de passer d'un idéal au cynisme ? There's a phenomenon I think that happens. Excuse me. There's a phenomenon that I think that happens with some movements, protest movements, that they get all messed up when they turn inward, when they become a kind of meta movements, when they the sincere thing needs to be packaged for mass consumption. Il y a un phénomène qui se produit quand un mouvement de protestation a tout à coup besoin d'être packagé d'une certaine manière pour être dans les médias. There's a famous Bob Dylan quote when somebody asked him what did he think about the movement for peace, and he said, saying movement for peace is like saying hunk of butter. Are you on the side of the hunk or the butter? Excuse me. No, I don't know either. Hunk of butter. Say cheese.
Ah, ok, thank you. Il y a une citation célèbre de Bob Dylan à qui on demande ce qu'il pense du mouvement pour la paix, et il dit dire mouvement pour la paix, c'est comme dire est-ce que vous préférez le fromage ou le beurre. And C'est pas aussi bon en français qu'en anglais. in other words, are you on the side of the purpose of the movement, or are you simply trying to advertise the movement itself? En d'autres termes, ce que ça veut dire, c'est est-ce que vous êtes du côté du mouvement ou est-ce que vous êtes du côté de la publicité pour le mouvement? So that always becomes quite problematic because, of course, a mass movement, in order to become a mass movement, needs to engage a lot of people. And so you have this twin dynamic between the sincerity of the people involved and the kind of meta-protest that needs to happen in order to get more people engaged. Ok, il y a une espèce de dynamique jumelle comme ça entre les gens qui sont réellement impliqués dans le mouvement de protestation et puis les gens qui sont là pour emballer le mouvement de protestation, pour y amener de plus en plus de gens. And so this ends up being the go-to question for a lot of movements from opponents of the movement. For example, when Fox News went to interview all the folks at Occupy Wall Street, their first question was, what's the one thing you represent? They were criticizing the movement for not packaging themselves like other products of mass consumption. Donc il y a sur un reportage de Fox News où le reporter de Fox News va interroger les gens qui font Occupy Wall Street et qui leur demande qu'est-ce que vous représentez, quelle est la chose que vous représentez, l'idée que vous représentez. Et comme les gens, ce qu'on leur reproche, c'est d'être incapables de répondre à cette question parce qu'ils n'ont en fait pas pensé à la publicité de leur mouvement avant de penser à leur mouvement. So then the Sebastian character is the character who goes all the way in that direction. He realizes he's very good at packaging things and selling them, and so that becomes his life's work. Donc le personnage de Sébastien, c'est ce personnage qui va tout au bout de cette logique, qui comprend qu'il est très très fort pour mettre de la publicité à l'intérieur d'un mouvement, qui est pour packager les choses, et donc ça devient son métier. Mais quitte à perdre l'essence même du journal qui dirigeait et qui était un journal de contre-culture. Yeah, absolutely. I mean, when we meet him, that's giving away something, isn't it? That's giving away a bit of a surprise. That's a spoiler. I won't say that. Il est embêté parce que ça enlève un peu de suspense, c'est-à-dire qu'on sait que le personnage de Sébastien va se trahir. How can I answer that? Et du coup, c'est compliqué de répondre. I'll just say that even when he's young, he realizes that what he's good at is creating attention. And often, especially when we're young, we like to do the things that get us praised, and so this ability of his becomes more important than the thing he's trying to advocate for. Même dans sa jeunesse, en fait, il a déjà compris qu'il est très fort pour attirer l'attention, et donc c'est cette compétence-là qui prend le pas sur toutes les autres, parce que même quand on est jeune, on adore ça, attirer la lumière sur soi. Et donc lui, il s'en est rendu compte dès sa jeunesse, même à l'intérieur, quand il dirigeait ce journal, il le sait déjà. Moi je n'aurais pas de réponse directement sur ce rapport entre cynisme ou révolte, mais ce que j'entends, et c'est drôle parce que moi j'allais dire la même chose, je ne peux pas vous parler de Pierre Pesan parce que c'est effectivement le personnage a eu un cynisme, mais c'est comme si, voilà, il y a quelque chose de très fragile à ce point-là, où le basculement est sincère ou pas sincère, pour quelle raison. Et apparemment, c'est quelque chose que la fiction aime bien, et c'est pas par hasard qu'il y a souvent de ce type de personnage dans ces moments-là dans le livre, je dirais. I do. Yes, sir. My novel is about two brothers growing up in a tough suburban neighborhood. They're 18 and 19, and they know that they confront a lot of social ills. They know that. They feel it in their bones. But they're not old enough or knowing enough to understand that
there are social movements that they might be able to belong to in order to address these social ills. And so, oh, sorry. No, it's okay. I'm sorry. And so they are unable to be cynical, really, about social movements. They are simply not aware of them. What they do, should I stop there? Dans mon roman, je parle de deux frères qui grandissent dans une banlieue difficile. Ils sont âgés de 18 et 19 ans et ils savent très bien qu'ils vivent une situation sociale qui est compliquée, qui est difficile et qui est dure. Ceci étant, ils sont trop jeunes pour savoir qu'il y a des mouvements sociaux qui existent, qui pourraient les aider à confronter cette réalité sociale dure. Et donc, ils ne peuvent pas, tout simplement, ils ne peuvent pas être cyniques. What they do attempt to accomplish is the finding of life and beauty and freedom in the everyday, in the music that they listen to and that they strive to create, in the food that they prepare and they eat, in the ways of talking that signify to them their condition, in the gestures and clothes that they wear. All of these are gestures towards a consciousness of their social being, but not an actual participation in a social movement. The novel struggles to capture what I would say is the beautiful sincerity of their everyday life. En fait, mes personnages essayent de trouver de la vie, de la beauté dans leur vie quotidienne. Et tout cela, ils l'expriment par la musique qu'ils jouent ou qu'ils écoutent, par la nourriture qu'ils cuisinent et qu'ils mangent, par leur façon de parler, par les vêtements qu'ils portent et par les gestes qui sont les leurs, des gestes qui sont autant de prise de conscience de leurs conditions sociales. Alors, pour revenir à ce moment de beauté où on n'est pas confronté, où on est jeune en fait encore, et on n'est pas confronté au cynisme et peut-être au mépris, dans tous vos livres, chacun à votre façon, vous renvoyez à un passé. Vous m'entendez ? Et alors pour Nathan Hill, c'est les années 60, le Wild Underground, Allen Ginsberg. Pour Éric Plamondon, c'est la culture ancestrale des Indiens et l'histoire des traités qui ont dépossédé les autochtones et les ont placés sur des réserves. Quant à vous, David Chariandi, on ressent la chaleur et la tranquillité d'une vie de famille perdue. Et de quelle façon ce passé influence la révolte des personnages, de vos personnages ? Yeah. I know that I had a certain very nostalgic idea of the 60s when I was younger. J'avais une idée très nostalgique des années 60 quand j'étais plus jeune. I was at the protest in 2004 in New York City at the Republican National Convention where people were protesting the war in Iraq. J'étais à la manifestation durant la convention républicaine en 2004 et on manifestait contre la guerre en Irak. And there was this feeling at that protest that it felt very mediated. It felt like people were always aware of the cameras and what protesters looked like, say, to swing voters in Ohio. J'avais cette impression, ce sentiment que les gens étaient très très conscients du regard médiatique sur eux, qu'ils voyaient bien les caméras, qu'ils étaient très soucieux de l'image qu'ils renvoyaient pour influencer les électeurs qui n'avaient pas encore voté et qui balançaient encore entre les deux partis. And there was this sense that, like, in the 60s, it was so much more sincere. It was so much more authentic, which turned out to be wrong. As soon as I started digging into it at all, I saw that. Et il y avait cette impression que dans les années 60, les gens étaient beaucoup plus sincères. Et en fait, quand j'ai commencé à explorer l'époque, je me suis rendu compte que c'était totalement faux.
I saw that the folks who were leading the protest movement in the 60s were just as concerned at getting onto page 1 of the Chicago Tribune as we were. Et en fait, les gens qui étaient à la tête de cette manifestation en 1968 étaient tout aussi soucieux de se retrouver en première page du Chicago Tribune à l'époque. So a lot of the process for me of writing about 1968 was shedding that false nostalgia in order to see it more clearly. Donc une grande partie du processus d'écriture pour moi, pour écrire sur ces années 60, c'était de faire en sorte de chasser cette nostalgie et d'oublier cette idée fausse. Pour ce qui est du passé et de la révolte, qui influence la révolte d'aujourd'hui, je pense que c'est toujours, en tout cas vraiment dans le cas du Québec, que ce soit sur la réserve de Restigouche ou même la province de Québec, les problèmes, les tensions qui sont là, c'est toujours des anciens problèmes qui n'ont jamais été réglés. En 1980, un an avant donc la révolte de Restigouche, il ne faut pas oublier que le gouvernement québécois fait un référendum pour savoir si la province de Québec francophone va se séparer du reste du Canada anglophone. Mais en fait, pourquoi cette question-là? C'est parce qu'on a quand même, je veux dire, en tant que Français, jamais digéré d'avoir perdu la guerre en 1760, c'est les plaines d'Abraham, si je caricature. Et il y a des tensions là qui sont pas réglées. Et de la même chose, en plus petit, la réserve de Restigouche, les réserves indiennes au Canada ou au Québec, les problématiques viennent de la même chose et c'est des batailles perdues, mais on ne peut pas juste, quand une bataille est gagnée, il y a un travail très important à faire entre les vainqueurs et les vaincus, et s'il n'est pas fait, la guerre ne se finit jamais. Et ce qui était paradoxal pour moi quand j'ai fait des recherches sur Takawan, effectivement, qui avait mes parents qui étaient pour le mouvement souverainiste dans les années 80, moi j'avais aussi une vision un peu poétique de ça. Et je découvrais au travers de la bataille de la Restigouche, la bataille du saumon sur la Restigouche, on a appelé ça comme ça, la bataille du saumon, que les Indiens, en fait, ce qu'ils demandaient, les Micmacs demandaient au gouvernement du Québec le droit à leur langue, le droit à leur culture et le droit à leur territoire. Et on leur renvoyait 300 policiers sur leur réserve, alors que le même gouvernement qui leur envoyait les policiers, un an avant, demandait au Canada exactement la même chose. On demandait les francophones du Québec le droit à notre langue, à notre culture et à notre territoire. You've invited us to connect these two concepts, memory and rebellion. And for me, the answer is very simple. It's very simple. An act of memory is an act of rebellion. The act of writing history or of reading history is not necessarily an act of rebellion, in that history, capital H history, is the official story of the past, the one sanctioned by institutions, the official story of nations, and thereby with tremendous power behind it. For me, the act of memory is the act of recovering the story that has not been adequately told. Vous nous avez invités ici pour établir un lien entre mémoire et révolte. Et pour moi, la réponse est finalement très simple. Tout acte mémoriel, tout acte de mémoire est un acte de révolte. Parce qu'écrire l'histoire, ce n'est pas un acte de révolte. Écrire l'histoire, c'est officialiser un narratif sur des événements qui se sont passés. Mais pour moi, l'acte de mémoire, c'est essayer d'aller au-delà de ce qui est convenu d'un point de vue historique et de retrouver la révolte dans ces actes. In my novel, a family suffers a traumatic incident. And like all traumas, the desire is to forget it in order to live and survive, which I understand.
At the same time, the only way they can move forward is by recalling that incident, by doing the work of memory in order to make sense of the past and thereby to move forward in the present. Mon roman raconte l'histoire d'une famille qui est marquée par un traumatisme et qui, dans un premier temps, essaye d'oublier, d'occulter ce traumatisme afin de pouvoir vivre et survivre. Et ça, je le comprends très bien. Mais qui aussi, dans un deuxième temps, se rend compte que pour avancer, pour pouvoir survivre, pour pouvoir continuer à avancer, ils ont l'obligation de faire ce travail de mémoire. Crucial for me is that in this memory work, around a difficult, almost untellable circumstance, that they capture the things that I was alluding to before, the everyday beauty and resilience and creativity of lives, even when they are difficult lives, especially when they are difficult lives. Et ce qui est intéressant avec ce travail de mémoire, c'est que lorsqu'ils reviennent sur un événement extrêmement douloureux, tellement douloureux qu'il est pratiquement indicible, en faisant ce travail de mémoire, c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils réussissent à tenir des éléments de beauté, de résilience, de créativité dans leur vie du quotidien. Alors, en parlant de passé et de révolte, j'avais envie de parler de la condition des femmes dans vos livres. Faye est donc une jeune dans les années 60 et elle a voulu devenir, mais a dû se plier à ce que la société attendait d'elle. En route, subit l'absence d'un père pour ses enfants, mais surtout sa fonction de mère n'est toujours pas reconnue dans la société pour l'aider à préparer un avenir meilleur pour ses enfants. Caroline, elle est libre, mais elle se trouve confrontée aux violences faites à Océane, parce qu'elle est femme et indienne. Et nous sommes sans doute au début de la 4e vague du féminisme aujourd'hui. Et je me demandais si vous étiez féministe, d'une part, et si vous pouviez nous expliquer ce que mot recouvre pour vous. Well, yeah, sure, obviously. I think, yeah, Faye is based in some ways on my own family's experience. Donc bien sûr, je suis féministe et Faye s'inspire beaucoup de mon expérience de ma famille à moi, personnelle. Where when I was born, I'm the oldest in my family, and when I was born, it was just sort of an unstated thing that my dad would go to work and my mom would raise the children, and that's just what happened. Quand je suis née et je suis l'aînée dans ma famille, c'était une chose évidente que mon père allait travailler et puis que ma mère resterait à la maison pour s'occuper de moi, et c'était effectivement ce qui s'est passé. And those roles didn't suit either of them. I think the masculine role for my dad, he regretted it while he was doing it. He was away at work so much that he didn't get to see his kids, and which is a source of deep I think hurt for him now. C'était des rôles qui leur allaient ni à l'un ni à l'autre. Mon père, par exemple, il allait travailler, mais il aurait voulu qu'une chose, c'était de rester avec ses enfants, et c'était une blessure très profonde pour lui de ne pas être avec ses enfants. And at the same time, my mom didn't feel a sense of agency over her own life, and which led to a lot of, bitterness later. And so I don't think either of them were happy with the roles that society had given them. Quant à ma mère, elle était très malheureuse aussi de rester à la maison. Elle avait l'impression de perdre le contrôle de sa vie et elle en retirait une grande amertume. Donc aucun des deux n'était heureux avec leur rôle. My grandmother, on my mom's side, was born to a farm family in Iowa, and she had the biggest spirit of anybody I've ever known. Ma grand-mère maternelle est née dans une ferme dans l'Iowa, et c'était la personne qui avait le plus d'esprit et qui est la plus intellectuelle que j'ai jamais connue. There are famous stories where she would be out in the field taunting, 900-pound, bulls to charge her, and she would just hide behind a tree and laugh as she almost got killed. She would taunt very large animals on the farm, and they would attack her, and she would laugh about it.
En fait, oui, c'est vrai que le retour son est très très compliqué, on a du mal à entendre ici sur scène. Ce que disait Nathan, c'est que sa grand-mère était dans les champs et s'amusait à narguer des taureaux qui faisaient plus d'une tonne et à les narguer pour qu'ils la chargent. Et quand les taureaux fonçaient sur elle, elle se réfugiait derrière un arbre et elle éclatait de rire. And so I guess my point is that I think she was the kind of person who would have had a very big life, but she was born into a place where there were no options. She was going to be a farmer's wife, and she was. C'était le genre de personne qui aurait eu une très très grande vie, mais elle n'avait pas d'autre option. Là où elle était née, tout ce qu'elle pouvait devenir, c'était la femme d'un fermier. So I wanted to take these experiences and give them to Faye, someone whose life is kind of prescribed for her by her father and by society, but who doesn't really feel comfortable in that role. Donc je voulais donner toutes ces expériences à Faye et les mettre dans ce personnage parce que c'est quelqu'un dont la vie semble dictée par son père et qui ne lui correspond pas du tout. Oui, sur la question du féminisme, oui, moi en plus, je suis un enfant du féminisme, je suis né en 69, donc ma mère fait... Dans mon petit village, j'étais le premier enfant d'un couple divorcé déjà, alors c'était déjà un acte de féminisme fort à l'époque. Et oui, pour moi, ce qui représente peut-être ça le plus dans mon roman, c'est que, voilà, Océane, qui est au centre du roman, on parle pas beaucoup du futur, parce que le roman se passe vraiment en gros sur ces 2 semaines de révolte sur la réserve, bien que plusieurs chapitres partent dans l'histoire et remontent dans le temps de l'histoire de l'Amérique et des Premières Nations, de par la structure du livre qui est fait avec des chapitres un peu courts qui vont comme ça chercher des morceaux de réalité pour en faire un tout. Mais donc, quand on finit le roman, on sait que le futur va être quand même... dépend de cette Océane. C'est elle qui peut changer les choses, finalement, à la fin. Mais du coup, vous vous définissez comme féministe, vous ? Comment ? Vous vous définissez comme... Vous êtes féministe ? Oui, pour moi, j'ai jamais senti la nécessité de me définir comme... C'est comme... Ça va de soi, ouais, je pense. I would say very humbly and very honestly, I'm not an expert in feminism. And I think for me, that's important to acknowledge. I don't possess a certain degree of lived experience to be able to, for myself personally, to comment authoritatively on this extremely important movement. Pour moi, très humblement, très modestement, je me dois de dire que je ne suis absolument pas un expert du féminisme. Et c'est important pour moi de pouvoir le reconnaître, de pouvoir le dire. Je n'ai pas l'expérience suffisante et nécessaire pour pouvoir parler avec autorité du féminisme. At the same time, I do read an enormous amount of literature by people who identify very proudly as feminists. I do read a lot of thought, philosophy, and social commentary by people who are feminists. And I have been mentored by feminists. I owe my career as a writer to feminists, as well as people who are thinking through the difficult politics of race and black consciousness. Those are the sources of my work as a writer. Et en même temps, je lis énormément de livres, de romans, d'ouvrages de philosophie, d'essais, d'articles rédigés, écrits par des gens qui se réclament du féminisme et qui sont de véritables féministes. Mes mentors, si je suis entrée en littérature, c'est grâce à des auteurs qui se réclament, des auteurs féministes. Et les 2 thèmes, en fait, qui m'ont amené, qui m'ont porté à la littérature, c'est la question raciale et la question du féminisme. I continue to read a lot of work by feminists, and I continue to listen very carefully to feminists for what I would say a very selfish reason.
feminism is not simply about the lives and experiences of women, in my opinion. It is through feminism that one can understand masculinity. Feminism provides the most authoritative diagnosis of masculinity, especially in its toxic forms. And my interest is in exploring and representing, through lived experiences, the complexities of masculinity, but always in a critical form, attentive to what goes wrong very often about postures of masculinity, and yet to suggest that there is a complexity in identity and performance among people who you would see as men. Et je continue à lire énormément d'ouvrages écrits par des féministes, et ce pour une raison totalement égoïste, je dois l'avouer, c'est que le féminisme ne parle pas simplement des femmes. Le féminisme, c'est également un moyen de parler de la masculinité, de ce qu'est la masculinité. Et moi, des formes toxiques de la masculinité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'écrire et de décrire cette masculinité dans toute sa complexité et de parler de cette masculinité. Donc, je continue à lire des ouvrages féministes, oui. La rencontre tire à sa fin, donc on va poser la dernière question qui fait partie de l'intitulé de la rencontre, qui est doit-on être soi-même révolté pour écrire sur le sujet ? Moi, je vais essayer de faire court et rappeler que, jeudi soir, à la soirée d'ouverture, Pascal Thuot, le secrétaire d'América, rappelait les beaux mots de Fernando Pessoa qui dit la littérature, c'est la preuve que la réalité ne suffit pas. Et je pense que quand on est un écrivain et qu'on décide d'écrire, c'est déjà d'une certaine manière une certaine rébellion. C'est-à-dire qu'on n'accepte pas le monde comme il est. Merci beaucoup. Do I want to add to that? I don't know. If any of you were at the event last night with John Irving, he said something that I found rather profound. Si quelqu'un parmi vous était hier soir à l'événement avec John Irving, il a dit quelque chose qui me semblait très profond. He said that writers, by their very nature, find it very difficult to fit in. Il a dit que les écrivains, par nature, trouvaient très difficile de trouver leur place, d'être dans le monde. That we have a tendency to kind of sit back, observe, watch, think. Nous avons une tendance à nous mettre en retrait et à regarder les choses, à observer, à être en observateur. And for that reason, I think I would find it very, very difficult to be simultaneously very involved in rebellion and resistance and writing about it in a novel. Pour cette raison, il me semble que ce serait très difficile pour moi d'être à la fois complètement immergé dans l'idée de révolte et moi-même totalement révolté et de réussir à écrire sur la révolte. When I started writing my novel, it was immediately after that protest in 2004, and the writing that I was doing was coming out of a place of anger. Quand j'ai commencé à écrire, c'était juste après donc, ces manifestations en 2004, et mon écriture sortait d'une colère, émanait d'une colère en moi. But I think really good writing comes out of a place of compassion, a place of empathy, a bigger, more open space than that. And so I don't think the writing that I did in the novel was very good for a little while until I could detach myself a little bit. Et pour moi, la bonne écriture, quelque chose de bon qu'on écrit, ça sort d'un endroit qui a plus à voir avec l'empathie, avec la compassion. Et donc, il a fallu beaucoup de temps pour que je m'éloigne de cette colère et que je réussisse à écrire depuis cet endroit. I completely agree with those comments on writing. And I would just simply add that I am a rebel. I should not be writing books. I should not be here before you speaking. I should not have the ability to speak the way I do. I should not have
finished school. And so I had to rebel in order to be here before you. And it's maybe that simple. J'aimerais dire que je suis totalement d'accord avec ces deux commentaires et ajouter que je suis moi-même un révolté. En fait, je ne devrais pas, sur le principe, je ne devrais pas être ici devant vous. Sur le principe, je ne devrais pas être un écrivain. Sur le principe, je n'aurais pas dû terminer mes études universitaires. Donc il a bien fallu que je sois un révolté pour pouvoir parvenir à être parmi vous aujourd'hui. Je voulais vous faire voir, pour finir, les livres de nos invités. Donc, Les fantômes du vieux pays, de Nathan Hill. Takawan, Éric Plamondon. Et enfin, 33 tours de David Chariandi. Et merci d'être venu ce matin.